Bonjour à tous, nous parlons de l'électrique sur Mobility TV. Comment se porte le marché en 2018? Quelles sont les dernières technologies? Où sont les défis à relever pour les constructeurs? Y a-t-il d'autres fiascos en perspective comme Autolib à Paris? On va en parler avec nos invités. Hervé Gros, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Société des ingénieurs de l'automobile. On peut dire que vous êtes le laboratoire d'idées de la filière. Et vous êtes vraiment au cœur, puisque vous parlez aussi bien d'autonome que d'électrique pour ce qui concerne l'actualité. Jean-Patrick Tesser, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Planète Verte et le président d'Electric Road. Vous venez de tenir un congrès à Nantes sur toutes ces questions. On en dira un mot tout à l'heure. C'est un observatoire, on peut le dire, qui fédère les expertises de la mobilité propre pour tous les types de transport. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour, Jean-Michel. Et puis avec nous, Cécile Goubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de l'AVER, qui est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors on va commencer tout simplement par le constat en cette mi-2018. Jean-Michel, peut-être une indication sur qu'est-ce que pèse l'électrique aujourd'hui dans le monde, en Europe, en France. Moi j'ai des chiffres mais qui sont pas toujours confirmés. Il y aurait un peu plus de 3 millions de véhicules électriques en circulation? Oui, c'est autour de ça. Je pense que ça représente en France autour de 1,5% du marché. Là, je parle, et nous parlons de l'électrique pur. Hein. On parle vraiment des voitures on ne parle pas des hybrides. C'est un marché qui se développe avec un taux de croissance qui est assez fort, mais qui est un peu irrégulier, qui a quelques sautes d'humeur. Et c'est un marché qui, pour l'instant, est handicapé, mais ça ne va sans doute pas être le cas très longtemps, par la relative absence d'offres. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez sur le marché des vraies voitures électriques, il n'y en a pas tant que cela. Mais c'est un marché qui va se développer pour une raison très simple, c'est qu'un certain nombre de constructeurs, notamment dans le haut de gamme, sont en train de préparer des voitures électriques de haut de gamme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut qu'ils suivent les normes. Oui. Ça doit leur permettre de satisfaire aux normes, notamment ceux qui sont entre guillemets piégés par le diesel. Par le Dieselgate, évidemment. Est-ce que l'AVER peut expliquer pourquoi en France, effectivement, on a des variations d'immatriculation d'un mois à l'autre? L'électrique, ça monte, ça baisse, ça repart, ça redescend. Après, je pense qu'il y a tout simplement des saisonnalités qui sont liées aux vagues de remises qui peuvent être faites par les constructeurs et également par les points administratifs, typiquement pour le bonus écologique. On sait très bien qu'il faut que les commandes soient passées assez tardivement dans l'année et les livraisons se font généralement jusqu'à la fin du mois de mars, donc vous allez avoir un pic au mois de mars. Est-ce qu'il est question d'une aide de l'État qui se profilerait à terme dans les mois qui viennent, en 2019 par exemple, un peu plus consistante que celle qui est là? On a un contrat stratégique de filière dont l'idée est de mettre en regard les objectifs qui sont fixés, d'avoir 600 000 véhicules électriques à la fin du quinquennat, et la nécessité d'avoir un soutien des politiques publiques, notamment avec ce bonus. Oui. Jean-Patrick Tesser, on pourrait faire mieux évidemment pour l'électrique, fiscalement parlant et à tout point de vue. Alors ça, c'est plutôt les problèmes gérés par l'AVER, parce que moi, je suis plutôt un démonstrateur, un pédagogue par rapport à tout ça. Bien le marché, on est complètement dedans. Si c'est mon avis personnel, je ne suis pas convaincu que les aides de l'État soient à conserver indéfiniment. Donc, c'est pas très politiquement correct. Je ne crois pas trop à la subvention. Voilà. Je pense que le marché de la voiture électrique doit s'équilibrer par lui-même avec le baisse du coût des batteries. Et avec, évidemment, les obligations des accords de Paris qui vont de toute façon obliger tout le monde à y aller. Hervé Gros, on a le sentiment d'une grande improvisation, d'abord technologique. Parce que tous les jours, on nous annonce de nouveaux modèles de batteries qui vont être plus performants que le précédent. Et puis après, on nous dit, mais non, pas du tout. François, vous êtes un peu dur avec l'improvisation quand même. Pour les ingénieurs, c'est un peu dur de dire l'improvisation. Non, mais c'était juste un mot. Je ne suis pas ingénieur. Moi non plus. Non, mais moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est que moi, je me suis occupé de ces sujets chez Renault d'un point de vue commercial pendant longtemps. Avec l'époque, on disait ça ne marchera jamais, vous dépensez des milliards, et pourquoi vous suivez le président Carlos Ghosn avec Nissan 4 milliards, alors que tous mes petits camarades Nissan disaient il y a d'autres choses avec Nissan qui est en tête. Mais aujourd'hui, le débat c'est comme le véhicule autonome, c'est quand même l'ensemble de l'écosystème. C'est pas que le problème des constructeurs aujourd'hui. Les constructeurs aujourd'hui, français ou même européens, globalement, prennent les engagements de la COP21. Ils les prennent. Ils ont quand même investi tous, et Jean-Michel vient de le dire, sur des futurs modèles et avec énormément d'investissements. Ils vont les mettre dans la rue.
Et sauf que il faut aussi que l'ensemble des infrastructures suivent. Et le débat des infrastructures n'est pas qu'un débat public, il y a aussi un débat privé, mais c'est pas aussi que le débat de la filière seule automobile. Et ça, c'est un des grands sujets. Absolument. Et le sujet, moi je me souviens, je crois qu'on a déjà parlé il y a quelques années avec Jean-Michel ici même, comment moi, dans ma copropriété, je peux réussir demain matin à charger ma voiture. Question que se posent aujourd'hui tous les gens qui ont des Zoé et autres. Tous les gens qui ont des Zoé, des Leaf ou autres aujourd'hui qui se chargent dans Paris sur les Autolib et qui se disent demain matin le 31 juillet avec la faillite d'Autolib, comment je vais faire quoi de ma voiture et comment je vais réussir ma mobilité, c'est une grande question qui aujourd'hui est posée. Et on dit, nous en tout cas, la filière dit, comment les autorités publiques, quand je dis autorités publiques, c'est aussi local, hein, c'est pas que le gouvernement en tant que gouvernement, parce que les centres de décision sont aussi localement, comment cet ensemble d'écosystèmes va réussir à travailler ensemble pour que les constructeurs, les équipementiers vont mettre les voitures dans la rue dans 4-5 ans, Jean-Michel en a parlé, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont les mettre avant. Pardon, avant. Est-ce que, moi je voudrais savoir si vous, autour de cette table, vous n'êtes pas, quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Moi je ne sais pas. Sur la capacité du marché, parce que maintenant, effectivement, l'automobile électrique est en train de devenir un élément régi par le marché. Il y a les subventions, elles sont relativement généreuses en France quand même, hein. Mais est-ce qu'on va bâtir un modèle économique autour de la voiture électrique? Dire en d'autres termes, tous ces modèles qui vont arriver en 2019, notamment, et peut-être même avant, est-ce qu'ils vont trouver preneur? Est-ce que vous pensez que le marché va quand même démarrer? Parce que là, on va passer quand même à un autre niveau. Carlos Ghosn nous dit, en 2019-2020, le marché va basculer et l'électrique va s'installer en gros. Oui. Oui. On sait qu'on est à un vrai virage aujourd'hui, clairement. Et les principaux freins aux véhicules électriques, c'est effectivement la question des modèles, comme vous le mentionniez. Il y a quand même aussi une question de prix, parce que le bonus écologique ne vient pas complètement compenser en l'état actuel des choses le différentiel entre deux véhicules à modèle équivalent. Donc on a encore besoin de subventions. Évidemment, c'est pas des subventions ad vitam aeternam jusqu'en 2050, ça c'est évident, mais il faut quand même encore accompagner le marché. Et après, un des autres freins, c'est la peur tout simplement de ne pas réussir à se charger. Et c'est exactement ce que vous mentionniez. Il y a cette question d'accès aux bornes de recharge sur la voie publique, et il y a aussi à domicile et sur les autoroutes. Voilà. Et ça, ce sont vraiment des sujets sur lesquels on travaille. Jean-Michel, vous le savez bien que le business model, on est dans une économie lourde, l'automobile. Hein, on a des économies d'échelle. Donc, plus on va en produire, moins on sera cher, que ce soit sur la batterie ou sur le véhicule. Bon, vous le savez parfaitement. Regardez ce qui s'est passé en Norvège. Pourquoi est-ce que ça marchait en Norvège? C'est pas simplement parce que trop bien même, hein, et trop bien, oui. Voilà, c'est pas simplement parce qu'il y avait la baisse, vous étiez exonéré de TVA sur une voiture. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes chez Renault, on avait à un moment donné cassé notre propre business model, qui était la location de la batterie, et on la vendait essentiellement dans un seul pays pour que le client puisse profiter de la baisse de la TVA. Mais c'est surtout les autres aussi, les applications. Hein. C'est je peux rouler dans les voies de bus. Une place de parking sur 2 est réservée aux véhicules électriques, des bornes partout. C'est cet ensemble-là. Hein. C'est pas simplement que le bonus-malus. Et je suis d'accord avec vous. C'est pas que l'affaire du constructeur. Et je crois que c'est pas simplement une histoire que de prix au sens du bonus-malus. Bien sûr. Hein, et ce que dit Carlos Ghosn, c'est les 4 milliards investis à l'époque, c'était de dire, oui, dans 10 ans, ça va basculer. Et on sera sur une économie. Moi, je pense qu'on peut dire, c'est que les constructeurs, ils ont fait le job. Oui. Et qu'aujourd'hui, alors évidemment, j'apporte de l'eau au moulin d'Electric Road, parce que c'est justement ça. Nous, à partir du moment où la voiture électrique, au fond, la messe est dite d'une certaine façon. Il reste à traiter... Les technologies sont là, tout est prêt. Oui, regardez maintenant ce qui sort. Prenez la dernière sortie. Je ne suis pas attaché à cette marque en particulier, même si je les aime, mais c'est la Jaguar, qui n'est qu'un torrent d'éloges. Aujourd'hui, au fond, le job est fait. Maintenant, c'est justement ce que nous essayons de traiter dans les congrès Electric Road, c'est tout ce qu'il y a autour et toute la complexité en termes de volume d'énergie, en termes de charge, en termes de disponibilité. Alors arrêtons-nous un instant, technologiquement parlant, sur ces fameuses batteries solides dont on nous dit 5-10 minutes de charge, 500 km d'autonomie. Volkswagen a annoncé, je crois, ces jours-ci, que toutes ces voitures en seraient équipées très rapidement. C'est vous qui allez répondre, parce que vous êtes le mieux placé. Moi, ce que j'en lis, effectivement, c'est assez enthousiasmant.
Mais évidemment que bien sûr que c'est assez enthousiasmant. Après, chacun développe avec ses propres pépites sur un certain nombre de choses, sur le développement des batteries, sur l'autonomie et sur ses capacités. Après, l'autonomie en tant qu'autonomie, la rapidité de chargement et l'autonomie, vous le savez, les chiffres qu'on donne depuis des années, où 83% des gens font moins de 60 km par jour, etc., etc. Il faut aller jusqu'à un minimum, au moins jusqu'à Lyon demain matin. Mais la question du temps de charge est très préoccupante. Mais tous ces débats technologiques, moi je crois que tous les débats technologiques sont plus des débats aujourd'hui sur le véhicule électrique. Sauf dans la tête des consommateurs. Attendez, il n'y a pas que ce débat-là. Il y a aussi l'avantage de la batterie solide, l'avantage de consommer beaucoup moins de cobalt. On sait que le cobalt est un énorme problème. Vous vouliez le dire? Non. Pardon. Continuez. De le remplacer par du manganèse, sauf si je dis des bêtises. Et qu'il y a beaucoup d'autres avantages dans cette batterie, d'après ce que je lis. Encore une fois, je suis lecteur, après je ne suis pas ingénieur. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on parle de technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Pour qu'une technologie existe pour le grand public, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle fonctionne, d'accord, et il faut qu'elle soit accessible. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'enjeu des voitures électriques, c'est d'être capable d'utiliser des batteries, mais des batteries lithium-ion aujourd'hui, mais qui soient moins chères. La difficulté avec l'électrique, c'est que c'est pas du tout, c'est un paradigme complètement différent. Ça coûte très cher à l'achat et ça coûte beaucoup moins cher à l'utilisation. Une voiture thermique, c'est le contraire. Ça coûte beaucoup moins cher à l'achat, mais ça coûte beaucoup plus cher au kilomètre. C'est aussi un petit peu la même chose pour l'autonomie. On parle d'autonomie pour les voitures thermiques et on les compare aux voitures électriques. Évidemment, les voitures électriques sont encore loin. Mais à quoi ça sert une voiture électrique? Est-ce qu'une voiture électrique, ça sert vraiment à faire Paris-Lyon? Les voitures électriques sont essentiellement destinées, en tout cas dans un premier temps... Tous ceux qui achètent des Tesla vous répondent. Tout à fait, mais elles sont essentiellement destinées dans un premier temps à faire des itinéraires et des kilométrages relativement limités, du genre 80 km par jour, et c'est très très bien. Je veux dire, il ne faut pas non plus calquer le modèle de la voiture thermique sur la voiture électrique. Et du coup, ça, c'est très difficile d'avoir un débat un peu réaliste, c'est vrai, parce que on a envie, on nous pousse aussi à... L'argument, c'est, oui, mais ça manque d'autonomie. Mais aujourd'hui, quand on discute avec les gens de Nissan et même de Renault, qui savent exactement combien de kilomètres font leurs utilisateurs, ils vous disent qu'aujourd'hui, avec une voiture électrique Zoé ou Leaf, le kilométrage moyen réalisé est supérieur au kilométrage moyen réalisé avec une voiture thermique. Mais ce sont sur des itinéraires de 70-80 km. Donc il faut revoir aussi cette vision-là. Mais Jean-Michel, est-ce qu'on doit parler essentiellement dans les débats du 100% électrique, justement? Puisque vous avez ouvert le sujet en disant c'est le 100% électrique, 1,5%, c'était moins d'1%, et c'est la France qui est quand même dans les leaders. Le débat pour nous aujourd'hui sur l'ensemble de la filière automobile, c'est réfléchissons au problème de la COP21. On doit répondre aux injonctions positives, je veux dire injonction c'est pas un très beau mot, de la COP21. Répondons, et nous, constructeurs, équipementiers, start-up, académiques qui voulaient la filière automobile dans cette globalité dont on fait partie, à nous de répondre sur les moyens. Et la neutralité écologique, voilà, l'État et la communauté européenne nous donnent des normes, des objectifs, à nous de le développer. Mais à nous de le développer aussi sur des véhicules thermiques sur lesquels on est en train de faire d'énormes efforts, à la fois sur des PHEV et puis d'une partie. Et ayons une vision tous ensemble sur la globalité. Sur la globalité CO2 et pas simplement le 100% électrique, parce que si on s'axe tout le temps sur le 100% électrique, je pense qu'on aura toujours ce débat. Mais on en parlait tout à l'heure tous les deux. Je dis pas qu'il n'est pas intéressant, Jean-Michel, je suis pas en train de dire ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver le plus bas possible, pas à zéro carbone, mais le plus bas possible, et que dans ce cadre-là, il y a beaucoup de solutions. Voilà. Et on parlait tout à l'heure du biogaz, que moi, personnellement, je trouve une magnifique solution pour certains transports, électriques pour d'autres. Le stockage à hydrogène, pourquoi pas, puisqu'il remplacera le stockage chimique. Je disais ce matin qu'un groupe comme Engie vient d'équiper toute sa flotte de véhicules utilitaires à l'hydrogène. Oui, parce que pour un véhicule électrique là-dedans, pour un véhicule lourd, l'hydrogène est une solution qui paraît relativement intelligente, mais pas forcément la full électrique. Après, il y a un problème économique de nous tous, et constructeurs, équipementiers, et l'ensemble de l'écosystème, c'est qu'on ne peut pas tout développer non plus. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est que tout faire, et l'hydrogène, et le solide... C'est la solution des pays qui n'ont pas de nucléaire. Vous savez, on a le véhicule autonome et cet ensemble-là, c'est qu'à un moment donné... Chacun son métier, vous avez des acteurs maintenant dans l'hydrogène qui sont totalement indépendants, comme Symbio, qui sont capables
capable de vous poser une pile à combustible dans une voiture. Cécile Goubet. Je pense qu'effectivement, on partage tous cette vision en fait, de la nécessité d'atteindre cet objectif qui a été fixé aussi par le plan climat, d'avoir des moteurs non émetteurs de gaz à effet de serre à horizon de 2040. Donc de toute façon, cet objectif, on l'a. Après, on sait qu'on va avoir différentes technologies qui vont être disponibles pour différents usages. On sait que la question l'électrique aujourd'hui ne pourra pas répondre à court terme à la question des transports de marchandises longue distance. On le sait. Donc, à partir de ce moment-là, après, ça dépend du système de charge. Mais en l'état actuel, en l'état actuel de ce qu'on sait. Après, on est effectivement... Avec du platooning et de la charge inductive continue, on peut y arriver. Voilà, donc, mais du coup, il y a quand même de la place pour toutes ces technologies. L'important, et je trouve que c'est exactement ce que vous disiez, l'important, c'est qu'on partage cette vision d'arriver en 2040 à avoir des moteurs non émetteurs de gaz à effet de serre, électrique, biogaz, hydrogène, etc. Alors, quittons la technologie un instant et arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur la manière dont on organise les choses. Comment, dans les mois et les années qui viennent, on évite un nouveau fiasco comme Autolib, puisque l'autopartage, c'est quand même déterminant dans cette affaire. Je vous demande pas un jugement. Électrique est en cause, là. Non, mais expliquez-moi. Non, c'est pas le côté 300 millions d'euros de pertes à la fin d'une expérience qui a duré 5 ou 6 ans. On aurait pu faire un système d'autopartage à Paris beaucoup moins cher si on avait décidé de ne pas avoir de voiture électrique. Oui, ça aurait été beaucoup moins ambitieux. Mais c'est pas l'électrique qui est en cause. Oui, c'est l'électrique qui est en cause. C'est le système de l'autopartage qui est en cause. Non, ce qui est en cause, c'est l'autopartage en mode électrique qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus propre. Et c'est ça qui a été très très mal pensé. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on peut développer l'autopartage avec des voitures, avec des systèmes qui sont entièrement électriques? Je pense que chacun aura son avis. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que c'est peut-être un problème de prix de voiture qui a été colossal. Moi, au départ, quand on m'avait questionné là-dessus, je pensais qu'on mettrait des quadricycles. Un quadricycle, c'est quand même une solution. Moi, je suis contre l'abandon de la voiture particulière en ville. Je trouve que c'est une catastrophe, c'est une hérésie. Je suis pour le maintien de la voiture particulière en ville. C'est un peu iconoclaste, mais des petites voitures et des petites voitures électriques. Je pensais que l'Autolib, ça serait ça. Une Blue Car, ça coûte une fortune. Bolloré, il a fait son boulot. Sa technologie n'est pas à remettre en cause. Je suis désolé. Ça aussi, c'est pas correct. Mais au niveau des bus, ça fonctionne très bien. Donc, le lithium polymère fonctionne. Bon, peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait et peut-être surtout qu'on a créé un besoin qui n'existait pas. Peut-être que le Parisien n'avait pas vraiment besoin d'Autolib. Ça a été un grand succès en termes d'abonnement, pas d'usage, mais d'abonnement. Sur une courte période. Ah non, non, ça n'a cessé de progresser. L'année dernière, en 2016, il y avait moins d'abonnés qu'en 2017. Le problème, c'est l'utilisation. Et c'est notamment un problème de flux. C'est-à-dire qu'en fait, là, souvent, les Autolib le soir se retrouvaient en proche banlieue et le matin, les Parisiens n'en avaient pas. Donc, Jean-Michel, je ne vais pas rebondir sur ce que disait le Patrick, mais est-ce que c'est pas ce que vous venez de dire à l'instant n'est pas un problème que la voiture soit électrique ou thermique ou qu'elle soit de segment C ou tricycle? C'est un problème de gestion de flux. C'est plus un problème plus simple. Ah non, mais ça. Mais dans le total des pertes, il y a quand même une technologie qui a coûté une fortune. Ça a coûté très cher. On est d'accord. Les voitures ont coûté très cher. Mais c'est vrai que Jean-Michel décrit un système qui est de toute façon très fragile. Le logiciel de gestion des voitures qui abandonnent Paris pour aller en périphérie, évidemment, c'est très très fragile, mais quel que soit le système de propulsion de la voiture. Ouais. Donc on fera de l'autopartage à terme, on fera du free floating avec d'autres technologies. Je suppose que si Bolloré devait démarrer aujourd'hui une nouvelle expérience, il le démarrerait avec d'autres technologies. Je parle dans d'autres villes. C'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème. Je sais pas, l'autopartage, c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est très bobo, qui est formidable. C'est une très très belle idée à mettre en pratique. Vous imaginez l'usine à gaz. Oui. C'est pas votre problème à l'envers, l'autopartage? Pour nous, notre association a la vocation à développer la mobilité électrique. Donc, moi, ce que je trouve très bien en dehors du jugement de l'état actuel d'Autolib, c'est que clairement, je trouve que ça a permis de lier dans l'esprit des gens la notion d'autopartage et de mobilité électrique. Et ça s'inscrit pleinement dans les démarches d'avoir des technologies propres, des changements dans la façon d'envisager, la façon de se transporter, etc. Voilà. Et puis surtout, Autolib aura eu l'immense avantage et utilité de mettre des milliers de gens derrière le volant d'une voiture électrique. Parce que ça, il faut en parler aussi. L'essayer, c'est l'adopter. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Je veux dire, non seulement c'est écolo, tout ce que vous voulez, c'est techno, c'est etc. Mais très honnêtement, conduire une voiture électrique, c'est
très agréable et c'est pas du tout et ça peut être très amusant aussi. Alors pour conclure, la question a été posée à propos de la table ronde sur le véhicule autonome tout à l'heure. La voiture autonome, c'est pour quand? Ça, les avis divergent, le calendrier aussi. La voiture électrique pour tout le monde, même si vous me dites qu'il y aura plusieurs modes, il y aura quand même un moment technologique où la plupart des voitures seront électriques. C'est pour quand? À l'heure actuelle, on a à peu près 140 000 véhicules électriques en France. On a quand même des taux de croissance qui sont assez conséquents. Après, voilà, c'est ce dont on parlait en début. Il y a la question du prix, il y a la question des modèles, mais concrètement, ça va venir. Oui, mais les constructeurs proposent quoi? Jean-Michel me disait avant l'émission, Smart ne va faire que de l'électrique. Hein, Volvo aussi. Volvo aussi, etc. Bon, donc tout le monde va rouler en électrique. Et Smart sera largement pour de l'autopartage. Il y a des chances. Ouais. Et quand? Dans les années à venir? Oui, c'est comme pour l'autonome, c'est dans les années à venir. Non, mais par rapport à votre question, vous avez aussi tout le débat du renouvellement du parc. Oui, bien sûr. Tout ça ne va pas se faire, et le véhicule d'occasion. Oui, est-ce que ça alors, le véhicule d'occasion est en train de prendre avec des Zoé et des livres. C'est pas si évident. Hein, et puis, on gagne moins d'argent avec un véhicule électrique. Oui, il y a aussi des remises en cause sociales à mettre en œuvre, effectivement, en termes de SAV, d'entretien. Enfin voilà, c'est pas très simple. En entretien aussi, c'est bien sûr. Hein, voilà. Bon, bah, rendez-vous dans quelques années. Merci à vous tous.